Bien, bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence le débat qui est consacré au thème de la stratégie data dans le monde industriel entre rêve et réalité. Je vous remercie d'être venus ce soir pour assister à cet échange avec 4 intervenants de grande qualité, et je peux vous dire que pour la préparation, ça fusait un peu dans tous les sens tellement il y avait d'idées sur la data, et en plus on a la chance d'avoir des personnes qui vont pouvoir nous offrir une vision presque de bout en bout des usages de la data, du modèle économique en passant par les questions de supply chain, de production et bien d'autres sujets. Donc ça pourra nous permettre de voir toutes sortes de cas d'usage, de prendre à la fois de la hauteur et de rentrer dans le détail, ce qui est toujours agréable dans ce type d'événement. Et donc pour cette table ronde, on aura Didier Véron, président du G5 Santé, Olivier Nicolin, directeur général de Nicomatic, David Elvira, Head of Digital Health chez Ipsen, et François Faux, directeur Data Factory chez June Partners. À la fin, je crois qu'on a un temps convivial pour tout le monde. Excusez-moi, il faut que je me réveille, que je prépare mes blagues, parce que je suis un petit peu décalée. Mais je vais commencer directement en rentrant dans le vif du sujet avec vous, Didier, en me posant une première question. Finalement, vous êtes très centré sur le secteur de la santé. Dans le domaine de la santé, il est très souvent question de données, et à plein d'égards sur la chaîne de valeur, que ce soit du côté des patients ou du côté des entreprises. Et finalement, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on parle quand on parle de data dans ce domaine-là, en quoi elles peuvent être utiles aussi pour les acteurs industriels? Merci Anaïs, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci à June Partners pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Alors, c'est quoi la donnée dans le domaine de la santé? Alors, la donnée en santé, elle est au cœur de l'exercice de la médecine, dans la relation qu'on peut avoir avec le patient. Et depuis quelques années, on assiste en fait à une explosion des données de santé en quantité, en diversité. Et les sources, elles sont évidemment multiples. Avec la création de la carte vitale il y a quelques années, l'assurance maladie détient aujourd'hui une base de données extraordinaire. Il y a des milliards de feuilles de soins qui sont donc collectées, et donc avec des données qui sont agrégées par l'assurance maladie. Après, il y a effectivement les cohortes, vous avez les données aussi des laboratoires de biologie médicale, même les iPhones, les nouveaux outils numériques. Donc aujourd'hui, il y a une explosion. Et le sujet, c'est plus face à cette explosion de données disparates, très très nombreuses, c'est comment on les collecte, comment on les partage et surtout comment on les exploite. Alors le gouvernement a beaucoup réfléchi. Vous savez qu'on a un Health Data Hub. Il paraît qu'il ne faut pas trop l'appeler Data Hub, il faut l'appeler en bon français la plateforme des données de santé, qui a été créée en 2019, qui regroupe en fait une cinquantaine de parties prenantes, qu'elles soient publiques et privées, beaucoup d'acteurs privés, mais aussi publics, mais aussi quelques acteurs privés, qui est chargé justement d'agréger l'ensemble de ces données pour pouvoir mieux les exploiter et faciliter l'accès à ces données. Donc, encore une fois, une explosion très forte, exponentielle, et des acteurs qui se créent pour essayer de mieux les utiliser. Alors après, comment est-ce que c'est utile pour les entreprises, pour répondre à votre question, et en quoi c'est important et stratégique? Elle est aujourd'hui au cœur de la stratégie des entreprises de santé, parce que ces données de santé, elles sont utilisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur de nos métiers de l'industrie de santé. On va beaucoup parler d'industrie aujourd'hui, mais la data, elle commence déjà en matière de recherche. Grâce à la data, aux données, ça permet de mieux comprendre, d'appréhender les pathologies, l'épidémiologie, de mieux caractériser les facteurs de risque liés à telle pathologie, en recherche, en développement, pour mieux gérer et accélérer également la mise en place d'essais cliniques sur des médicaments, en essayant de mieux identifier rapidement les éventuels effets secondaires, en ayant une population cible qu'on permet de mieux cibler dès le départ, et grâce aux data aussi. En matière industrielle, il y a des experts autour de cette table qui vont y revenir, mais en matière de supply chain, notamment, voilà, de gestion des stocks, il y a beaucoup d'utilisation possible également en matière industrielle. Moi, je suis plus dans la matière aussi de l'accès au marché, et utiliser les données en vie réelle permet aussi de mieux montrer la valeur d'un produit de santé, d'obtenir un meilleur prix, de mieux évaluer. Donc aujourd'hui aussi, face aux payeurs, face aux évaluateurs, l'utilisation des données en vie réelle, c'est très important pour valoriser votre produit, obtenir une meilleure valorisation de votre produit. Donc les données de santé, elles explosent, et c'est une donnée qui est stratégique pour nos entreprises, parce qu'effectivement, on s'en sert sur l'ensemble des métiers de la chaîne de valeur des industries de santé.
Merci, Monsieur Véron. Monsieur Nicolin, au moment de la préparation de la table ronde, vous avez quand même insisté sur le sujet de la donnée. J'ai cru comprendre du coup que c'était un sujet relativement central chez Nicomatic. Et que vous en aviez fait surtout un levier de création de valeur et un moyen de faire évoluer votre modèle économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre expérience autour de la data ? Oui, bonjour à tous. Merci Anaïs. Merci pour votre invitation. Nicomatic, donc nous sommes une société industrielle basée en Haute-Savoie. Donc j'ai fait rapidement l'aller-retour pour venir vous voir aujourd'hui et je suis très content et très fier de pouvoir participer à cette table ronde. Donc on est une entreprise familiale, donc une ETI d'à peu près 500 personnes, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous fabriquons des connecteurs pour le marché de l'électronique dans le secteur de la défense, de l'aéronautique et du médical. Pour donner un petit peu rapidement un overview sur notre activité. Donc, en parlant justement de business model, donc une entreprise familiale créée par mon père en 1976, qu'on a repris avec mon frère en 2008. Donc après une quinzaine d'années, et tout de suite, à partir de 2008, on a voulu changer un petit peu le business model d'entreprise très centralisée, où on fabriquait tout dans la même usine, dans le même laboratoire, et qu'on exportait, en tout cas on essayait d'exporter dans le monde entier. Là maintenant on a un nouveau business model très décentralisé avec une quinzaine de filiales dans le monde, 90% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et donc en fait vous pouvez imaginer qu'en fait la data est la source en fait de valeur très importante pour notre activité. Donc voilà, donc on avait une idée de décentralisation très forte, mais aussi après de pouvoir irriguer, on va dire, ces différents canaux par la donnée et pas seulement par le produit que l'on fabrique encore en fait à Bon-en-Chablais en Haute-Savoie, mais qu'on fabrique aussi en Chine, en Inde, en Turquie, aux États-Unis pour les différents marchés locaux. Donc on a eu une première démarche côté client dans notre business model, c'est-à-dire de mieux comprendre nos clients, d'être plus proche de nos clients, donc d'avoir en fait une capacité d'adapter notre offre à tous les clients. Donc aujourd'hui on a à peu près 5000 clients dans le monde, on n'a aucun client qui représente plus de 2% de notre chiffre d'affaires. Et donc en fait c'est important pour nous d'avoir cette capacité de s'adapter à son besoin et à sa demande. On a tous des problèmes de pricing ces temps-ci, donc je pourrais vous en parler un petit peu plus tard, mais nous c'était un point important de comment en fait on pouvait pricer, on va dire, notre offre un peu partout dans le monde. Et donc ce pricing, on utilise un CRM un peu comme tout le monde, mais ce qui est important c'est qu'il soit le plus ouvert possible et qu'on comprenne le pourquoi du prix. Et donc en fait d'avoir en fait un prix qui soit du simple au double ou triple, parfois suivant les mêmes produits, mais en fait suivant les services qu'on peut donner, suivant l'intimité client qu'on peut avoir, ça nous permet en fait d'avoir en fait une proposition de valeur en fait différenciante par rapport à ça. Et ça, cette donnée est accessible à tout le monde, que vous soyez en Allemagne, en Brésil, en Chine, pour comprendre en fait les besoins du marché et trouver en fait des acteurs locaux qui permettent d'avoir d'apprécier notre offre. Après, tout ce qui est aussi au niveau de la supply chain, on a aussi cette notion de transparence. Comme on le sait, tout le monde a des difficultés d'approvisionnement, de connaissances, etc. Donc on est sur la même transparence, de connaître en fait le niveau d'avancement dans la chaîne de fabrication, les niveaux de stock intermédiaires, les niveaux de stock fini, on va dire un peu partout dans le monde, et qui permet en fait de pouvoir s'approvisionner en fait facilement d'un pays à l'autre. Et puis à la fin, on a la finance en résultante. Donc ce qui est important aussi, c'est que chacun puisse avoir ses données pour pouvoir prendre les décisions locales, tout en ayant en fait l'aide au niveau du groupe. Parce qu'en fait, il y a aussi cette problématique de dire je crée de la valeur au niveau local, mais après comment en fait je contribue au niveau du groupe et comment le groupe peut m'aider. Voilà un petit peu tous les changements qu'on a fait dans les dernières années et qui nous permet en fait d'être une société en forte croissance avec une dynamique aussi on va dire d'innovation qui attire aussi pas mal de nouveaux profils. Et on pourra parler aussi des nouveaux profils qu'on a su intégrer à partir d'une entreprise très industrielle et vers d'autres types de profils. Merci beaucoup pour ce témoignage.
D'ailleurs, on va garder dans un coin de la tête la question sur le pricing et l'inflation. On y reviendra peut-être en fin de débat. Juste avant de me tourner vers vous, Monsieur Elvira et Monsieur Faux, une question peut-être à Didier Véron, pour rentrer plus dans un détail. Vous voyez une accélération des projets de transformation du côté des entreprises autour de la data depuis la pandémie notamment? Alors c'est vrai que depuis la pandémie Covid, on peut même parler d'un virage à 360 sur le sujet. Pour les professionnels de la santé, pour les patients, pour nos entreprises également. Un chiffre, par exemple, les actes de téléconsultation. Avant la pandémie, vous aviez 10 000 actes de téléconsultation par semaine en France. Au plus fort de la pandémie, c'était 1 million d'actes de téléconsultation par semaine en France. Donc une explosion, et puis les professionnels de la santé qui avaient un peu de retard en France sur ces outils s'y ont mis, pas par choix mais par obligation. Vous avez vu ici des applications apparaître où tout le monde a dû télécharger, l'application Tous Anti-Covid, Doctolib, bon, certains d'entre nous y sont peut-être déjà, mais d'autres pour prendre des rendez-vous, pour faire vos tests, pour vous faire vacciner, tout le monde a utilisé l'application Doctolib. Donc il y a eu une explosion phénoménale, un virage à 360, mais la France avait quand même du retard dans ce domaine, comme j'ai un peu dit, avec des problèmes de santé notamment. Le fameux DMP, dossier médical partagé, qui avait essayé d'être mis en place par les pouvoirs publics depuis des années. On a eu beaucoup de mal à le mettre en place. Alors maintenant, on a un espace santé qui est enfin créé, dans lequel vous allez pouvoir mettre tous vos données de santé sur un support numérique. Ça, c'est très bien. Il y a même des applications dessus pour ceux qui l'ont créé, qui vous permettent, notamment pour les patients, à mieux gérer vos prises de médicaments ou d'autres applications qui sont validées et qui sont sur l'espace santé, numérique en santé. Autre exemple de retard aussi, c'est les e-prescriptions, les ordonnances en ligne. Aujourd'hui même, si vous faites une téléconsultation, enfin moi, c'est encore comme ça que ça se passe avec mon pharmacien d'officine, vous êtes quand même obligé d'aller imprimer votre ordonnance et de l'arriver avec votre pharmacien qui va la scanner, etc. Enfin, on est en 2022, bientôt 2023, il y a plein d'autres pays en Europe où c'est télétransmis directement du médecin au pharmacien, vous n'avez pas besoin d'imprimer votre ordonnance. Donc vous voyez, alors on nous dit que c'est pour 2023, on croise les doigts et on l'espère. Maintenant, la présidence française de l'Union européenne a permis de faire avancer un peu le sujet malgré tout. Je reviens au Health Data Hub, et je vais l'appeler comme ça puisqu'on parle d'Europe, et c'est mieux d'avoir peut-être Health Data Hub que plateforme des données de santé, si je peux me permettre. Et en Europe, vous savez qu'on a souhaité créer également un espace numérique des données de santé. Et pendant la présidence française de l'Union européenne, donc au premier semestre de cette année, il a été poussé et décidé que ce serait le Health Data Hub, donc l'organisme français, qui serait chargé de mettre en place cet espace de santé européen des données de santé, et c'est très bien. Donc on peut encore reprendre et rattraper notre retard, et peut-être qu'au niveau européen, on va pouvoir le fermer. Pour répondre précisément à votre question, oui, la Covid a accéléré de manière phénoménale l'industrie de santé numérique. Merci. David, Elvira, est-ce que vous constatez vous aussi cette accélération des projets de transformation chez Ipsen et peut-être plus largement dans le secteur? Et peut-être avant de rentrer de répondre à cette question, parce que là on a évoqué finalement plein de thèmes, numérisation, data, ça fait parfois un peu totem, et puis on a aussi le sentiment que les outils sont parfois mis plus en avant au détriment des hommes. Quelle est votre vision sur le sujet? Bonsoir Naïs, bonsoir tout le monde, merci de nous donner l'opportunité de parler aujourd'hui. Donc c'est un bon point que j'ai envie de partager avec vous ce soir sur la digitalisation et la transformation numérique. Donc souvent on va parler de technologie, de data, d'algorithmes et de plein de choses sans prendre en compte l'objectif, le pourquoi on fait les choses. Et on va souvent venir nous voir en nous disant « Tiens, j'ai vu un super algorithme, j'ai plein de données qui traînent dans un coin, qu'est-ce que tu peux me faire ?» Et en fait, moi j'ai envie de vous dire, et j'ai envie que collectivement on se pose la question de en fait pourquoi, quel est l'objectif, quel est l'outcome qu'on souhaite créer, quelle est la valeur qu'on souhaite générer avec nos données. Et donc, une fois qu'on commence à se revenir sur le fondamental, en se posant la question de la valeur et du pourquoi, on va revenir à se poser la question de qu'est-ce qu'une transformation numérique réussit aujourd'hui. En fait, et je vais peut-être en décevoir certains, en fait, une transformation numérique, c'est qu'un tiers de technologie. Donc, on va se demander quels sont les deux autres tiers. Donc, le premier tiers important, celui qui est au cœur de la transformation numérique, ce sont les hommes, les humains, nous collectivement autour de cette table. Comment on va adopter, utiliser et consommer cette transformation. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un outil inutilisé. On va être tous d'accord autour de la table, on va tous se dire ça. Pourtant, collectivement, beaucoup de gens vont continuer à dire « fais quelque chose », avant même de penser à l'adoption et l'utilisation. La deuxième chose, ce sont les process. Didier en a un peu évoqué certains. En fait, souvent on nous demande de faire du nouveau avec du vieux. Donc j'aime bien prendre cette analogie en disant « ben oui, mais si on va venir travailler sur un nouveau flot de données, si on va venir travailler sur un nouveau processus,
comment on peut l'adapter au process actuel? C'est pas possible. Donc, pour faire cette transformation, ça veut aussi dire changer les méthodes de travail, changer la manière dont on pense les choses. Aller travailler avec nous dans la pharma, par exemple, les payeurs, aller travailler avec les agences réglementaires, la FDA aux États-Unis, l'EMA en Europe, pour dire ok, demain on va faire des études cliniques partiellement numériques avec des données de vie réelle, etc. Mais comment vous allez accepter ces dossiers-là? Comment vous allez nous donner l'autorisation de mise sur le marché? Et comment, grâce à ces données et à cette transformation, collectivement, on va améliorer l'accès au marché de certains produits et améliorer la qualité de vie de certains patients? Donc ça, c'est la vraie question du pourquoi. Et une fois qu'on a travaillé sur l'adoption, qu'on a travaillé sur le processus et qu'on sait là où on veut aller, comment on veut y aller, après on peut commencer à regarder les outils et se dire ok, je sais mon objectif, comment y aller? Et là je vais encore vous décevoir, en fait souvent on va aller voir les options, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et souvent les grandes sirènes vont vous dire ah c'est génial, il y a Microsoft, il y a IBM, il y a SAP, etc. Mais est-ce que ça correspond à mon entreprise? Est-ce que ça correspond à mon besoin? Est-ce que c'est ce que je veux utiliser? Ou est-ce que je veux me rassurer? Et en fait ça va être tout ça, ce travail de change management qu'on doit faire auprès de nos entreprises. Donc une vraie transformation, c'est premièrement on se fixe le pourquoi, on regarde là où on veut aller, là comment on veut emmener les gens là-bas, on va faire son plan de change management, on va regarder les processus et les procédures qu'on doit modifier au sein de notre entreprise, et après une fois qu'on aura tout ça, on va faire notre plan d'implémentation et on va commencer à venir sur le comment. Et c'est là où on va commencer à regarder les données dont on a accès, c'est là où on va commencer à regarder les systèmes sur lesquels on peut s'appuyer, et c'est là qu'on va regarder quelle va être la première chose qu'on peut faire pour avoir ce qu'on appelle un quick win et emmener avec nous l'entreprise vers cette transformation. Donc ça, c'est mon premier point. Deuxième point, Anaïs, pour répondre à votre question, sur l'accélération. Bien évidemment, comme tu l'as dit, Didier, le Covid a accéléré un certain nombre de transformations et un certain nombre de choses. Il y a eu, on va dire, deux gros effets. Il y a eu l'effet sauf qui peut, que Didier t'a bien dit sur la partie, en fait, on est en retard et on essaye de rattraper notre retard. Et puis, il y a eu l'aspect aussi de se dire, en fait, maintenant, je prends conscience que toutes les industries sont impactées par cette transformation numérique et aucune industrie n'est épargnée. Souvent, on se disait, en fait, c'est que l'automobile, ou c'est que A, ou c'est que B, et nous, on est toujours sécurisé, on est toujours tranquille. En fait, non. Le digital vient partout, la transformation numérique va venir, et donc la question, c'est comment nous, on y fait face pour pouvoir y arriver. Donc les projets ont accéléré, que ce soit dans les études cliniques, que ce soit dans la manufacturing, mais je crois qu'on va en venir dans les détails après un petit peu derrière. La supply chain, très important. Et puis aussi, bien évidemment, toute la question d'accès au marché, de pricing, parce qu'on est dans une société qui est en forte inflation, c'est pas un scoop. Cependant, nous, par exemple, dans la société pharmaceutique, notre prix est fixé de manière réglementaire, et donc nous, on ne peut pas impliquer des coefficients d'inflation comme on le souhaite. Donc il faut à chaque fois renégocier avec les pouvoirs publics, et c'est plutôt pas facile, parce que généralement, quand on fait des négociations avec les agences réglementaires, c'est plutôt pour descendre les prix. Ça n'a jamais été pour les augmenter. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses autour de tous ces sujets-là pour y arriver et avancer de l'avant. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. François Faux, peut-être une réaction par rapport à ce qu'a dit David Elvira, et puis peut-être pour vous, quels sont les leviers d'une transformation réussie et les piliers de cette transformation? Merci Anaïs. Bonsoir à tous. Donc oui, je vais rebondir, je pense, directement sur ce que tu viens de dire, notamment sur peut-être ce qu'on rencontre nous au travers des différentes missions d'amélioration de la performance industrielle notamment. On a beaucoup d'acteurs, de dirigeants qui mettent tout sur l'outil technologique. Ils vont considérer effectivement que ça va être le levier principal de succès d'une transformation de data de leur entreprise, en estimant qu'il va pouvoir répondre aux cas d'usage de demain, aux besoins de demain et automatiquement engager un cycle d'optimisation de la performance. Nous, on a plutôt tendance à déconstruire cette vision technologique et à découper plutôt un projet data autour de 3 composantes. Évidemment, ce sont les cas d'usage. Et donc là, je rebondis sur le pourquoi. C'est qu'est-ce que je veux mesurer, qu'est-ce que je veux optimiser dans le processus industriel. Donc on parlait de stock. Typiquement, c'est un sujet qui est assez récurrent chez nous. Au sein de June Partners, on va beaucoup intervenir sur des sujets d'optimisation de stock. Et donc là, on a un vrai cas d'usage avec des métriques qu'on va pouvoir directement mettre sur la table. Derrière, il y a un vrai sujet organisationnel. Donc on parle de process, on parle de compétences. Et on va aussi peut-être naïvement penser qu'en recrutant un data scientist, alors déjà, le fait de recruter un data scientist, on estime que le gros du travail est fait. Pourtant, ce n'est pas du tout en imbriquant simplement des compétences data qu'on va rentrer dans une démarche data collective. Au contraire, on va vouloir beaucoup plus miser sur des process collaboratifs où on va vraiment mettre en place tout un dispositif où chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. On va vouloir évidemment construire des outils pour les opérationnels, pour qu'ils puissent optimiser leurs différents travaux, planifier leur approvisionnement par exemple. Mais derrière,
L'idée, c'est qu'il ne soit pas simple consommateur, mais qu'il soit vraiment, qu'il se réapproprie évidemment ces données. Ce sont leurs données, ce sont leurs activités, donc c'est à eux aussi de faire ce pas de maturité data pour s'approprier non seulement les données et dans un troisième temps les outils. Donc là évidemment, donc la troisième composante, ça va être la composante technologique. Donc les volumes de données augmentent, ça c'est indéniable. Il va falloir maintenant mettre en place des outils qui vont se rajouter aux briques de production. Donc on parle des outils tels que les ERP, les CRM. On a évidemment besoin d'une brique décisionnelle pour pouvoir mettre en place tous ces processus d'analyse. Et donc là, on va avoir besoin d'outils de traitement de volumes de données importants, d'analyse, d'apprentissage automatique. On parle d'intelligence artificielle évidemment. Mais on va aussi avoir besoin d'outils qui vont permettre de mieux diffuser la donnée. Et donc, je rebondis aussi sur ce que disait Olivier Nicolin tout à l'heure, sur la transparence, la diffusion de la donnée, le fait de mettre à disposition de n'importe qui au sein de l'entreprise les indicateurs, les données d'activité, de sorte à ce qu'il puisse lui aussi faire son petit marché, dimensionner un nouveau produit, un nouveau marché par exemple, et qu'il y ait une vraie démarche transverse et collaborative. Donc effectivement, les trois piliers qui sont les cas d'usage, le pourquoi, l'organisation, les compétences et évidemment, dans un troisième temps, la technologie. Merci beaucoup. Est-ce que M. Nicolas voulait couper mon micro pour pas faire de bruit. Est-ce que vous voulez réagir peut-être aux propos de David et François? Je vais parler un peu d'organisation, d'humain. Comme tu l'as dit, c'est la base de tout et on ne peut pas faire grand-chose sans humain. Et je pense que la valorisation de la data passe par la valorisation du travail de l'humain, de sa raison d'être, de pourquoi il se lève le matin. Donc moi, en fait, Nicomatic est organisé comme entreprise responsabilisante, entreprise libérée, comme on pouvait le dire il y a quelques temps en arrière. Donc en fait, on pousse la responsabilité le plus loin possible, la transparence, mais aussi en fait la capacité à analyser ses propres data, de prendre ses propres initiatives pour le bien de l'entreprise et le bien de son équipe. Et donc c'est pour ça qu'en fait la partie data, elle est vraiment intégrée à Nicomatic. On a un data analyst, mais qui est en fait plutôt un accompagnateur, quelqu'un en fait qui est en capacité de donner justement un peu poser les bonnes questions du pourquoi, poser en fait une capacité de changement, mais qui vient vraiment des équipes et pas plutôt des projets qui pourraient venir de top-down par rapport à tout ça. Un point important que je voudrais souligner aussi par rapport à l'aspect humain, je pense que la partie patience est importante. On a tous envie d'aller vite, on parle d'accélération, etc. Mais pour aller vite, il faut une certaine compréhension, il faut un certain démarrage qui nous permet en fait de dire on pourra aller un peu plus loin aussi, et que l'accélération ne perde pas trop de monde en route, le très peu possible, on va dire, par rapport à ça. Et je vais vous donner un petit truc qu'on utilise en fait chez Nicomatic, que vous pourrez utiliser, c'est d'utiliser les biais des gens, en fait. On a tous un biais, on a tous plein de biais, et souvent pendant le Covid, on le voit aussi. Et en fait, le biais de confirmation, c'est un des plus importants de tous. On aime bien que, en fait, les gens nous disent qu'on a raison. Donc, une chose importante pour démarrer un projet de transformation, data, etc., c'est que les data vous disent que vous avez raison. D'accord ? Donc, commencez même si par une petite chose pour dire, regardez, oui, tu as raison, ton ressenti, c'est que cette machine va bien, ou que ce client est important, ou que, etc., etc. Donc, bien comprendre le ressenti de la personne et qu'en fait, la data soit en fait en fonction de ce ressenti. Parce qu'en fait, ça fait un biais de confirmation et la personne a confiance en fait là-dedans et vous aidera en fait après plus tard par rapport à ça. Après, vous aurez le temps de mettre en fait dans la notion de patience. Vous aurez le temps après d'élargir son horizon, de montrer qu'il y a d'autres choses qui existent. Mais si vous voulez intégrer les personnes qui sont sur le métier, etc., commencez par un biais de confirmation par la data et vous verrez que ça commencera déjà très bien. Alors moi j'ai une petite question en lien avec notamment le dimensionnement d'une équipe.
On parlait tout à l'heure, si on recrute un data scientist, un data analyst, dans cet exemple, il n'est pas rare de voir certaines organisations décider tout simplement de mettre directement ces profils data au cœur des équipes métiers pour que justement, émulation il y ait, pour qu'ils puissent échanger sur le potentiel donné, le potentiel en termes d'analyse, et qui est vraiment une montée en compétences rapide. Est-ce que c'est la démarche qui était la vôtre dans le recrutement et l'intégration de ces profils? Voilà, dans le recrutement, ce qui est important, c'est le langage commun. Parce que si on ne se parle pas sur le langage commun, etc., c'est très compliqué à se comprendre. Après, on reste sur on va dire du transactionnel comme on peut avoir, etc. Donc c'est en fait le data analyst ou les personnes qui ont une appétence data. On essaie qu'ils soient le plus proche possible des équipes et qu'ils comprennent déjà le langage et le métier de chacun. Donc en fait, c'est important d'avoir un data analyst, data scientist, en fait, qui a une immersion. Donc nous, on a pris un jeune ingénieur qui sortait d'arrêt métier, donc qui avait en fait une appétence de production, mais en fait, ses premiers temps, c'était de travailler sur les commandes clients, c'était de travailler sur la compréhension de comment une machine pouvait marcher et quelle data on pouvait réceptionner à partir de cette machine. Et donc en fait, l'intimité entre les deux écosystèmes est très important et je ne crois pas du tout dans une tour des analystes et dans une autre tour dans d'autres fonctions, etc. C'est vraiment l'immersion entre les deux et c'est un des travaux importants à mettre en place au niveau de l'organisation par rapport au fait de dire comment on mélange un peu tous ces différents métiers. Nous, chez Nicomatic, on a déjà un peu cette appétence dans la notion d'entreprise libérée, c'est-à-dire qu'on essaie de mélanger le maximum de métiers, que ce soit entre des commerciaux, du marketing, de la production, de la R&D, qui sont liés en fait à un projet, pour qu'en fait ils parlent le même langage et qui en fait un même but commun, un même pourquoi commun par rapport à ça, qui peut être différent d'un intérêt qu'un data scientist, lui, aura par rapport à une rapidité, par rapport à une ergonomie, par rapport à des choses comme ça, où en fait le métier, le terrain n'aura peut-être pas le même intérêt, et d'avoir en fait donc cette capacité à s'adapter à ça. Et donc après, et comme je disais, de commencer très simple, en fait, donc la notion du biais de confirmation, mais aussi la notion de choses très simples. On peut commencer par de l'Excel, on peut commencer par un tableau, presque un tableau blanc, j'exagère un petit peu, mais on est dans cette notion-là pour créer, on va dire, du lien, créer de la compréhension, rassurer les gens. Et donc en fait, déjà dans une notion de dire, je viens t'aider, qu'en fait. Je ne viens pas t'apprendre comment tu vas changer, etc., mais je viens t'aider par rapport au fait que toi, tu vas pouvoir mieux faire ton travail, mais déjà, apprends-moi déjà ce que tu fais, apprends-moi comment tu parles, et je viens t'aider par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire aussi, j'ai pas besoin d'aide. Donc, c'est pour ça qu'on peut commencer par cette notion de confirmation, etc., de dire, regarde comment tu travailles bien, regarde, là, il y a des difficultés, là, je suis d'accord avec toi, là, il y a des problématiques, et maintenant, comment on pourra utiliser, on va dire, cette data pour pouvoir le mettre en avant, d'être en transparence et pas que ce soit seulement un ressenti. Le ressenti est très important, il faut savoir l'utiliser, savoir justement le traduire en data par rapport à ça. Finalement, quand je vous écoute tous, j'ai un peu l'impression que vous prenez presque un retour aux basiques et aux fondamentaux avant d'engager toute transformation. Est-ce que c'est correct de dire ça, peut-être David? Exactement, c'est un bon point. Et si je peux me permettre, je vais remonter sur quelque chose que tu as dit, Olivier, c'est qu'il faut faire attention sur le désilotage pour resiloter. Parce que souvent, on va dire, on va mettre à disposition la donnée, donc on va créer des infrastructures pour pouvoir mettre à disposition la donnée, et puis on va la mettre à disposition de data scientists. Donc en fait, on va détruire un silo qui est à gauche pour le créer à droite. Et donc ça, c'est une notion importante de faire attention. En fait, la mise à disposition de la donnée doit être la mise à disposition pour tout le monde. Ça, c'est important. Et effectivement, pour revenir sur la simplicité, j'ai presque envie de vous dire que des sujets complexes, il y en aura très peu dans une entreprise. En fait, il y en a très très peu. On parle souvent d'intelligence artificielle parce que c'est un beau buzzword, c'est joli. Mais en fait, j'ai envie presque de dire qu'il y a très peu de cas d'usage intelligence artificielle aujourd'hui. Donc en fait, la plupart des sujets qu'on fait sont des sujets plus basiques, plus simples et qui apportent de la vraie valeur. Et j'aime beaucoup ton exemple du fichier Excel. Si en fait, à un moment, on peut régler un problème par un Excel, pourquoi faire un algo? Et c'est une vraie question que je vous pose. Pourquoi faire un algo en fait? Pourquoi développer des technologies, prendre du temps, investir de l'argent si on peut le régler dans un Excel? Et ça, c'est hyper important. En fait, revenir sur ce pragmatisme permet de deux choses. Permet à la fois, comme
tu l'as très bien dit, d'embarquer les gens avec nous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important, cette notion de change management et d'emmener les gens avec nous. Et puis là, en même temps, c'est de dire qu'on n'est pas des sachants en haut d'une montagne et avec une connaissance absolue et on va éduquer les gens et on va vous apprendre et on va être des... Non, en fait, on est tous ensemble dans le même bateau et en fait, on essaye, l'objectif de la transformation, c'est de permettre à tout à chacun de faire son travail plus simplement, plus rapidement, avec potentiellement plus de KPI, plus d'indicateurs, mais c'est aussi de lui simplifier la vie, en fait. Et la notion d'ergonomie va venir, et en fait, en faisant les choses simples. Donc, nous, il y a un proverbe qu'on utilise beaucoup chez Ipsen depuis maintenant 6 ans que j'y suis, il faut think big, start small, scale fast. C'est en fait, il faut avoir une vision de transformation à long terme qui est ambitieuse et qui permet de tirer l'entreprise vers des nouveaux leviers, vers de nouvelles choses. Mais start small, c'est hyper important. En fait, commencer tout petit, tout petit, en fait, pour à la fois avoir une preuve de valeur qui n'est pas mise à la poubelle, mais une preuve de valeur sous format MVP, sous format scalable, et en même temps pour faire du fail fast, parce qu'on va revenir sur la partie des échecs qui est important en fait. Si on veut savoir si quelque chose marche, en fait, la meilleure façon, c'est aussi de savoir ce qui ne marche pas. Parce que de temps en temps, avoir la bonne réponse à chaque fois du premier coup, ça n'existe pas. Et donc, si on a peur de se tromper, en fait, on va avoir peur de prendre des risques, donc on va avoir peur de créer de la valeur. Et donc, c'est tout ce cercle vicieux qui est de, on va faire attention, on va se poser la question de que font les autres ? Comment on fait les autres ? Pourquoi ils ont fait comme ça ? Mais en fait, à un moment, on a aussi notre intelligence dans notre entreprise, collectivement, on a aussi des choses autour de nous. Et en fait, on peut essayer quelque chose de simple, on peut se poser la question, on peut essayer, on peut échouer, on va apprendre, et puis on essaiera différemment, et on ira ailleurs, et on va construire. Et puis une fois qu'on aura trouvé quelque chose qui va vraiment générer cette valeur, une fois qu'on aura répondu à la problématique, là on va se poser la question de comment on le scale, comment on le met en production, et comment on y arrive. François, je vous voyais bondir un peu sur votre chaise, enfin bondir, c'est pas exactement ouais, le bon mot, mais très à l'écoute et être plutôt aligné avec David. Mais d'une certaine manière, quand on est une entreprise et qu'on veut débuter un projet, on se retrouve confronté à une multitude de données, à des gens qui vous écrivent tous les 4 matins pour vous proposer une solution miracle ayant recours à l'intelligence artificielle, souvent, même si c'est pas le cas. Comment on fait ? Comment est-ce qu'un chef d'entreprise qui est parfois aussi seul face à l'engagement de cette transformation, comment est-ce qu'il peut prendre les décisions et par où commencer ? Alors aujourd'hui, une entreprise industrielle, quelle est-elle ? Elle ne va pas démarrer d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'il y a déjà des outils. Je parlais de ERP tout à l'heure, mais évidemment, dans tout le processus industriel, il est nécessairement déjà outillé. Et donc l'idée, c'est évidemment de ne mettre de côté cet outil-là pour construire une feuille de route qui n'a rien à voir, mais bien au contraire, il faut repartir des bases, c'est un petit peu le message qui est repris ce soir, mais repartir de l'existant. Aujourd'hui, cet outil ERP, ça va être le gisement principal de données de l'entreprise. Et donc nécessairement, il faut s'appuyer dessus. Et s'appuyer dessus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire maîtriser parfaitement ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, ce qu'il pourrait être capable de faire demain, et comment, à plus long terme, je vais pouvoir l'enrichir. Ce sont des outils de production. Donc, la vocation première de ces outils, c'est de faire tourner la production, typiquement, de faire tourner la boutique. Ces outils n'ont pas nécessairement vocation à enregistrer la donnée, la stocker pour analyse statistique, typiquement. Ce qu'on remarque souvent, c'est que dès lors qu'on va ouvrir le capot, regarder ces outils, on va voir qu'on va ne pas être capable de remonter dans le temps, savoir quelles sont les causes racines d'un défaut de performance. Tout simplement parce que la donnée est écrasée, la donnée vit. Donc typiquement, l'idée, je pense, c'est de s'appuyer tout de même sur cet existant, en avoir une maîtrise très forte, savoir quelles sont les limites, quels sont les points forts. Il y a beaucoup déjà de solutions pré-packagées autour de ces ERP qui permettent de tirer des leviers immédiats sur la partie analytique. Donc il ne faut évidemment pas s'en passer. Et puis encore une fois, il faut revenir sur les cas d'usage. Aujourd'hui, quels sont les points de douleur dans l'entreprise ? Sur toute la chaîne, sur toute la supply chain, par exemple, il y a évidemment toujours des points de douleur sur lesquels il y a un potentiel d'optimisation et sur lesquels la donnée va avoir un impact fort. Donc il faut aller identifier rapidement ces points de douleur, aller trouver des relais, des sponsors, des opérationnels qui sont capables déjà de se projeter sur l'exploitation de la donnée et les mettre à contribution dans le développement d'un nouveau produit interne, typiquement. Donc c'est eux qui vont être à la manette, en quelque sorte, à définir quel est le besoin, quel est l'objectif. Derrière, il faut les accompagner avec des outils, avec des méthodes. Il faut parfois les former. Donc on parle de l'outil Excel, il arrive régulièrement qu'il y ait aussi des formations internes de sorte à permettre à ces opérationnels de franchir ce cap qui est l'exploitation de la donnée. Et derrière,
Ces petits projets, ce sont des victoires, des quick wins typiquement, des quick wins dont la transformation data a vraiment besoin pour créer une émulation, de sorte à pouvoir embarquer les opérationnels et derrière aller détecter des nouveaux cas d'usage pour tirer une feuille de route plus long terme et plus ambitieuse. Mais je pense que ces quick wins et ces sponsors, ces relais terrain sont essentiels à la naissance de cette démarche data. Merci. Didier Véron, est-ce que du côté, les entreprises de la santé se préparent à cette transformation? Est-ce que vous avez identifié des actions concrètes au niveau du G5? Et puis peut-être, est-ce que le G5 accompagne les entreprises le G5 Santé, accompagne les entreprises dans ces transformations? Alors, peut-être juste pour rappeler ce que c'est que le G5 Santé, c'est un cercle de réflexion qui regroupe en fait des dirigeants des 8 principales entreprises françaises de santé. Donc ça va du CEO de Sanofi à des entreprises comme Servier, Pierre Fabre, Ipsen, Biomérieux, Alexandre Mérieux. Donc c'est pas que l'industrie pharma, c'est l'industrie de santé, parce que Biomérieux c'est le leader du diagnostic. Des entreprises comme Théa, Guerbet et le LFB dans lesquelles je travaille. Donc alors effectivement on a un collectif de 8 entreprises. On a été assez pionniers il y a une dizaine d'années. Quelques patrons d'entreprise en échangeant avec Bernard Charles, qui est le patron de Dassault Systèmes. C'est que Dassault Systèmes est une entreprise qui fabrique sur ordinateur les avions de Dassault de demain, du futur. Et on s'est dit, on ne pourrait pas essayer de travailler aussi sur les médicaments de demain, du futur, via l'intelligence artificielle, la data. Bon, développer un médicament, c'est pas comme un avion, malheureusement. Mais malgré tout, il y a eu pas mal d'initiatives communes sous un programme qu'on a appelé Biointelligence à l'époque. L'idée était aussi vous savez qu'il y a une explosion des connaissances médico-scientifiques, des millions de publications chaque jour qui paraissent sur les réseaux sociaux, dans les revues scientifiques. Donc comment exploiter toutes ces publications également? Donc on y a beaucoup travaillé avec Dassault Systèmes à l'époque. Donc c'était très en amont, c'était pas concurrentiel, c'était très, très, très en amont. Alors après, chaque entreprise a sa propre stratégie, et des états de préparation qui peuvent être assez hétérogènes. On a pas mal poussé le syndicat professionnel qui est le LEM, qui regroupe les entreprises du médicament en France, qu'elles soient françaises ou étrangères, d'essayer de travailler également, parce que je rejoins tout ce qui a été dit sur l'humain. Je pense qu'il est très important alors en interne dans nos entreprises, d'accompagner, de rassurer, d'embarquer et d'expliquer sur cette transformation digitale, mais développer des compétences aussi dans ce domaine. Et donc le LEM a créé cette année une académie du digital en santé avec 3 missions, qui est à la fois faire de la veille technologique, bien sûr, mais également proposer des formations à tous nos collaborateurs dans les entreprises de santé pour mieux se préparer, mieux connaître, mieux gérer toute cette transformation du digital et de la data, et d'avoir également un peu un hub en termes d'innovation sur tous les projets digitaux. Donc ça vient d'être créé il y a quelques mois, donc c'est bien. On va voir comment ça se prend en forme. On a également, je ne sais pas si vous connaissez le Conseil national de l'industrie, qui est présidé par le Premier ministre, qui a des comités stratégiques de filière, dont un qui est sur les industries de santé. Et on a initié au sein de ce CSF, Industrie de santé, un projet structurant justement sur intelligence artificielle et santé, plus précisément en cancéro, en associant à la fois de la recherche académique, des industriels également, pas mal du G5 d'ailleurs, puis également des représentants d'associations de patients. Être davantage à leur écoute, tenir compte également de leurs attentes et de voir comment mieux travailler ensemble. Donc en fait, il y a tout un nouveau modèle économique qui se met en place également dans nos entreprises. Alors certains dans le G5 ont fait des deals avec Google, les GAFAM, d'autres avec IBM Watson, d'autres avec des startups dans le digital également. Et je pense qu'il est important d'avoir cette approche collaborative et d'essayer de voir comment on peut faire avancer la science avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc il y a des démarches collectives, il y a des démarches individuelles, il y a des états de préparation qui peuvent être différents d'une entreprise à une autre, mais tout le monde est en marche pour avancer sur ces sujets. Ouais. Merci beaucoup. David Elvira, si on se centre maintenant sur l'aspect peut-être usine et vision étendue de l'usine autour de la supply chain, est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous conseillerez, qu'on pourrait mettre en place, et puis quels apports pourraient être attendus de ces actions? Avec plaisir. La première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est aller dans l'usine, aller discuter avec les gens sur le terrain et aller leur demander qu'est-ce qui leur fait mal tous les jours. Ça, c'est le premier point. Pour revenir sur le pourquoi, c'est hyper important.
Je peux vous partager une anecdote. J'avais le responsable du COMEX chez nous qui gère les usines qui me dit « David, on va faire un super projet, génialissime, on va faire de la maintenance prédictive sur notre usine, trop génial, on va diminuer la charge sur nos collaborateurs, on va les aider, puis on va sauver des coûts. » Je lui dis « Ah, c'est génial, bon, on va aller dans l'usine, on va aller voir les collaborateurs. » Et puis quand je suis arrivé sur l'usine, en fait, je me suis rendu compte que il y avait 2 opérations de maintenance dans l'année. En fait, l'usine tournait plutôt bien, il n'y avait pas trop de problématiques. Par contre, ils avaient des problématiques du quotidien très simples. Par exemple, ils devaient faire des contrôles qualité sur les produits, ils avaient des balances, et les balances n'étaient pas connectées. Donc ça veut dire qu'ils faisaient des prélèvements sur la chaîne, et puis ils pesaient leurs petites choses, ils faisaient leurs petits tests, et puis ils écrivaient ça sur une feuille de papier dans une salle blanche, parce qu'on est dans l'industrie du médicament, donc dans une bonne salle blanche, avec la belle tenue de cosmonaute, etc. Puis ils remplissaient la petite feuille, puis après, hop, ils sortaient de la salle blanche, puis ils allaient sur leur ordinateur, et puis ils remplissaient tout ça de nouveau sur le système. Et puis hop, ils imprimaient une feuille, qu'ils ramenaient, et qu'ils reposaient en salle blanche pour pouvoir dire, voilà, j'ai fait mon travail. Et en fait, il me racontait qu'il faisait ça quotidiennement. Et donc, je suis revenu et je me suis dit, en fait, le premier cas d'usage qu'on peut faire, c'est vraiment travailler sur la problématique qu'ont les collaborateurs. On peut sauver du temps, on peut gagner de la performance, on peut diminuer les erreurs de saisie, parce que la première cause de mauvaise data dans un système, c'est la saisie humaine, malheureusement. Donc, on va pouvoir à la fois corriger les erreurs, à la fois gagner du temps, et à la fois améliorer la collection de nos données pour éventuellement, dans le futur, pouvoir faire autre chose. Donc, première chose, on a mis en place des balances connectées. Et ensuite, on a commencé à travailler aussi sur d'autres systèmes en travaillant avec les collaborateurs. Donc on a vraiment été comme ça, j'ai passé du temps avec tous les collaborateurs dans l'usine pour voir un par un les endroits qui leur faisaient du mal, un par un les endroits qui leur prenaient du temps, un par un les endroits qui avaient des problématiques. Et en fait, c'est là où on se rend compte que ce qu'on pense parfois en tant qu'ingénieur et parfois ce qui est à la réalité du terrain, c'est pas la même chose. Et je peux vous partager un deuxième exemple autour du management visuel. En fait, dans une usine, enfin en tout cas chez nous, tous les matins, ils font du management visuel. Donc, ils ont un tableau pour voir un peu les problématiques dans l'usine, la manière dont ils vont gérer les flows, les flux, les différents produits, etc. Donc, en fait, ils avaient un tableau blanc. Et en fait, il y avait une dame tous les matins qui avait la mission d'aller imprimer une 50aine de feuilles, parce que c'était un grand tableau blanc. Et puis, en fait, après, elle prenait toutes ces petites feuilles et elle les mettait dans des petites pochettes plastiques qu'elle aimantait sur ce tableau blanc. Et puis après, ils faisaient leur management visuel comme ça. Et puis, elle imprimait toutes les feuilles en 3 exemplaires. C'est comme ils devaient faire des petits dessins, des petites choses sur les petites feuilles. En fait, et voilà. Et c'était ça tous les jours de l'année. Alors qu'il suffisait juste, entre guillemets, de faire un petit dashboard simple qui rapprenait toutes les données et puis leur permettre d'avoir un peu d'interactivité. Et puis, en quelques semaines, on a réglé ce problématique-là. Et après, pour en revenir aux problématiques que nous avait demandé le top management sur les maintenances prédictives et tout ça, on avait fait en même temps de cette visite-là, on avait profité pour faire l'assessment des données, c'est ce que tu disais à juste titre. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un très grand nombre de machines qui n'étaient pas connectées au système, donc on a dû travailler sur comment collecter les informations de nos différents appareils, qui sont potentiellement un peu âgés et qui étaient très locales. La deuxième chose, on a travaillé aussi sur les systèmes qui effaçaient les données, qui compilaient la donnée et en fait ils gardaient la donnée sur 24 heures ou sur 48 heures, puis en fait ils avaient 48 heures tournantes et en fait vous avez les données que sur 48 heures. Et puis surtout, on s'est rendu compte, quand je suis revenu, j'ai partagé ça, je leur ai dit, mais en fait, comme on n'a jamais eu de problème dans notre usine, parce qu'on est tellement préventif sur tout, on fait tellement attention à tout, en fait, on n'a pas eu de casse, on n'a pas eu de problématique, ben pour faire de la maintenance prédictive, c'est un peu un problème. Parce qu'en fait, pour entraîner un algorithme, en fait, vous devez avoir le positif, mais vous devez avoir aussi du négatif dans votre modèle d'entraînement. On peut entraîner des modèles sans négatif en faisant du modeling, etc. On pourra en débattre si certains d'entre vous aiment ça, mais en fait, on se rend compte qu'on avait une problématique sur mesurer la performance de notre algorithme et ce qu'on allait faire. Et donc, en fait, tous ces enjeux-là ont permis de revenir sur des problématiques et à la fin de cette mission d'un an, sur vraiment le vrai use case sur lequel on allait avoir de la valeur. Donc on a fait tous les quick wins que je vous ai évoqués, mais on a aussi travaillé finalement sur un projet qu'on appelait nous en interne le Golden Batch, qui est comment on peut faire du prédictif sur le contrôle qualité à la fin de chaîne de fabrication pour libérer les lots plus rapidement, pour pouvoir les mettre dans le chemin du médicament traditionnel plus rapidement, parce qu'aujourd'hui, à la fin de fabrication, on doit faire des contrôles qualité et on doit libérer les lots à condition qu'ils passent un certain nombre de tests. Donc on s'est dit, en fait, ça prend beaucoup de temps. On stocke énormément de médicaments dans nos entrepôts pour attendre tous les tests alors qu'il y a des pénuries, alors que des marchés en ont besoin. Donc comment on peut faire pour accélérer ces tests-là, et donc comment on peut faire pour être prédictif et pour se dire que ce lot a une probabilité très élevée d'être de bonne qualité, et donc on peut le libérer parce qu'on ne prend pas de risque. Et donc c'est comme ça que petit à petit, on a créé la roadmap de transformation numérique dans nos usines pour aller à la fois près des collaborateurs qui ont été très contents ensuite quand on est allé voir sur des projets plus grands termes, parce qu'on les avait emmenés avec nous dès le début en leur faisant des petits cas d'usage très simples.
Et puis après, quand on a été sur les cas d'usage un peu plus élaborés, un peu plus compliqués, ils nous ont aidés, ils ont pris du temps, et parfois même plus que nécessaire, parce qu'ils nous ont aidés à comprendre la donnée, à la structurer, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup. Dans ce que vous avez dit, vous avez parlé de certaines machines qui n'étaient pas connectées. Et est-ce que le sujet de l'interopérabilité des systèmes n'est pas un frein parfois à ces transformations? Puisqu'en fait, on voit qu'il y a des protocoles différents qui existent aujourd'hui. Et selon le fournisseur de solutions, enfin, le fournisseur de machines, ça peut freiner les ambitions de certains. Exactement, ça c'est un très bon point. Donc je vais commencer par vous donner une petite phrase choc. En fait, les gens pensent que le pétrole de demain, ce sont les données. Donc on a souvent vu ça dans les revues, même des grands quotidiens ont marqué data, c'est le pétrole de demain. Et en fait, non, je vais vous décevoir et on pourra en débattre si vous le souhaitez collectivement, ça me fait plaisir. En fait, ce n'est pas la donnée qui a de la valeur, c'est l'information que vous allez générer avec la donnée qui a de la valeur. Et donc en fait, beaucoup de fabricants sont partis sur on va cloisonner nos données, on va créer des data models totalement débiles, excusez-moi du mot, pour pouvoir garder la donnée en notre sein, pour pouvoir nous l'exploiter. Sauf qu'en fait, en créant ce lock-in entre les différents systèmes et en mettant la donnée non interopérable, en fait, on a créé un gros tas de données inutiles. Et donc, je pense que tu pourras intervenir aussi sur ce sujet, mais en fait, on a créé beaucoup de bases de données inutiles qui intercommuniquent pas. Et quand on va faire ce travail de data engineering pour faire communiquer les données entre eux, et notamment en essayant de trouver un data model commun pour comprendre que la donnée A d'un système, c'est la même que la donnée A d'un autre système, on se retrouve à devoir faire beaucoup d'hypothèses, beaucoup de travail, et donc on se retrouve à interpréter la donnée et donc à, d'une certaine façon, un petit peu la dénaturer également. Donc ce gros travail d'interopérabilité doit être au cœur de notre travail d'ingénierie. Et c'est un point qu'on discutait en préparation de cette table ronde aussi, c'est que en fait, si demain vous voulez avoir un système, il y a deux questions à se poser très importantes. C'est un, quel est le data model que vous me proposez dans votre système et comment je m'assure que la définition que vous me donnez des termes seront maintenus et accessibles. Et deuxièmement, quels sont les API que vous mettez à ma disposition et quel est l'API manager derrière qui va me permettre de requêter ma base. Et une fois que vous avez ça, comme tu disais tout à l'heure, en fait, vous pouvez commencer à travailler sur les nouveaux cas de figure, vous pourrez commencer à aller de l'avant et vous vous affranchissez du logiciel que vous prenez, de l'obsolescence qu'il va avoir très rapidement, etc. Parce que vous pourrez avoir accès à vos données. Parce qu'aujourd'hui, l'une des très grandes problématiques, c'est avoir accès à notre propre données. Et donc, je vous invite collectivement, quand vous rentrerez dans votre entreprise, à regarder et puis aller poser la question aux gens chez vous pour savoir à quel point on maîtrise le data model ou les bases de données que vous avez derrière et à quel point, si vous leur demandez une donnée précise, ils sont capables d'aller la chercher sans passer par l'interface du logiciel. Et vous allez avoir une réponse, à mon avis, assez faible parce j'ai eu beaucoup de débats avec des collègues sur ces sujets-là. Et en fait, très peu parce que les data models des grands SAP, des grands ERP, ils sont très obscurs. Donc c'est très compliqué d'y accéder sans quelqu'un de SAP ou sans passer par l'interface. Je ne sais pas, François, si ça vous évoque une réaction. Si. Je vais rebondir sur un premier point que je trouve intéressant, c'est par rapport à l'objectif prédictif. Donc la maintenance prédictive qui est un des cas d'usage les plus répandus dans l'industrie. En se donnant ça comme objectif, finalement, vous vous êtes rendu compte que, premièrement, il y avait un gros sujet d'automatisation et de robotisation des différents processus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de saisies manuelles, il y a des outils ou des machines qui ne vont pas stocker les données, ne vont pas se connecter aux autres systèmes. Et donc, quelque part, cette étape-là, finalement, si on la regarde, il y a un vrai ROI, ne serait-ce qu'en gain de temps. Donc il y a vraiment de l'investissement à aller chercher pour mettre en place ces premiers processus de collecte avec un vrai retour. Et puis quelque part, c'est une vraie démarche vertueuse parce que dès lors qu'on va automatiser, eh bien, la donnée va commencer à remonter. Encore une fois, faut-il qu'elle soit bien définie, qu'il y ait une vision aussi long terme, de sorte à constituer un patrimoine qui soit vraiment profitable au bout de quelques mois, par exemple. Mais il y a une vraie démarche vertueuse dans le sens où on va commencer à capter la donnée, on va commencer à pouvoir faire des analyses. Et dès lors, on va se l'approprier, on va comprendre d'un point de vue donné ce qui explique une panne. Et ne serait-ce qu'avoir effectivement l'historique, c'est évidemment nécessaire d'avoir tout cet historique des différents signaux d'une machine pour aller anticiper une panne et rentrer dans une démarche prédictive au-delà d'une démarche préventive aujourd'hui. Donc simplement, pour rebondir sur ce point, je pense que c'est tout à fait important de garder ça en tête. Et derrière, évidemment, donc, comme on s'est dit, la stratégie data, son rôle principal, c'est d'aligner les gens autour de la table. Donc ça ne va pas être seulement de constituer une base de données énorme qui sera la plus volumétrique, mais ce sera vraiment d'aligner les différentes personnes autour
de la donnée, autour d'indicateurs qui soient maîtrisés, qui soient partagés, qui soient communs. Et donc d'un point de vue technique, ça passe par des supports de stockage, de la data ingénierie, il va falloir mettre en place tous les flux de données, il va falloir s'interopérer avec l'extérieur, capter de la donnée marché, capter de la donnée client, fournisseur. Donc tout ça, c'est une démarche technique qui peut être complexe, qui peut être aussi chronophage, mais la vision finale et l'objectif final, c'est d'aligner tout le monde autour de ce même asset qui est la donnée et de ce qu'on en fait, c'est-à-dire les indicateurs, les analyses et les décisions qui sont prises derrière autour de la table. Merci beaucoup. Olivier, vous avez parlé de votre organisation qui est quand même pas si courante dans le monde industriel. Il faut se dire qu'on a tendance à aimer les hiérarchies qui font plusieurs kilomètres et les process qui bloquent tout le monde. Est-ce que pour vous, ça a été un facteur pour faciliter la transformation culturelle, en tout cas le changement culturel dans l'entreprise ? Merci pour ta question. Enfin, je ne voudrais pas que mon discours vous fasse penser qu'il faut être absolument libéré pour que la data puisse marcher, etc. Donc, bien sûr, c'était une aide. On ne l'a pas fait dans cet objectif-là au départ. Après, le fait de dire on est en capacité, ça nous a aidé pour que les gens soient en capacité d'exploiter leurs données, de comprendre leurs données, de recueillir les données, peut-être dans cet ordre, en fait, recueillir, exploiter, interpréter, par rapport autour de l'alphabétisation de la donnée, en fait, la data literacy, pour que ce soit le plus disponible possible, le plus large possible au niveau de l'entreprise, et d'avoir en fait une notion de la valeur travail, de dire je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi je fais cette action, pourquoi je m'habille en cosmonaute, pourquoi j'appuie sur ce bouton, pourquoi je travaille dans cette équipe, pourquoi en fait je reçois cette telle récompense ou telle remontrance ou tel feedback. C'est important d'avoir cette notion-là. Et la data aide en fait de ce cycle vertueux, ce cercle vertueux à travailler, en fait, être bien dans ses baskets, dans son entreprise, dans son équipe. Et justement, en fait, cet aspect de dialogue vers l'extérieur, souvent, en fait, elle passe par la data. Quand on est dans une équipe, dans un atelier, dans un service, dans un pays, etc., on peut se comprendre, on peut avoir le même langage commun. Et après, c'est comment on dialogue en fait avec les autres. Et souvent, ça passe par la data, et on sait bien que l'interprétation de la data peut être aussi de façon complètement différente. Et c'est là aussi où le data scientist peut aider le data analyst de dire, sur un même set de data, sur une même typologie de data, en fait, on peut avoir différents types de valeurs qui sont utilisées par rapport à tout ça. Donc oui, mon organisation permet en fait d'avoir cette capacité à prendre des risques. Nicomatic, on a la culture du premier coup, parce qu'on fait des connecteurs, et souvent les connecteurs, c'est ce qui se dégrade en premier, comme vous pouvez le savoir dans vos téléphones ou dans vos télévisions ou autres. La prise, parfois, elle marche un peu moins bien. Nous, on n'a pas le droit que la prise ne marche pas quand on envoie des hommes sur la Lune, ou quand on envoie des satellites, ou différents, ou des Formule 1, ou d'autres types d'engins très critiques par rapport à ça. Donc en fait, on a cette culture de du premier coup, et donc d'avoir en fait aussi la capacité d'expérimenter et de savoir prendre des risques ensemble en fait par rapport à ça. Et souvent en fait, on s'appuie sur la data pour qu'en fait nous donner en fait une certaine prédiction. On peut l'avoir avec Dassault Systèmes, etc. Et à un moment, il faut passer par cette fiabilisation par rapport à tout ça. Donc en fait, nous, ce qu'on essaie d'avoir, c'est aussi une prise de décision la plus, je dirais, décentralisée possible, mais qui s'appuie aussi sur la data. C'est-à-dire que j'ai parlé beaucoup de ressenti, donc avoir en fait une capacité à comprendre en fait son ressenti, son sentiment, et de l'éclairer par la data, et en fait après de le prouver parfois par la data, et parfois aussi de le déployer et de le rendre en fait visible pour d'autres, par rapport en fait à son activité. Donc en fait, la data est prise chez Nicomatic comme un exhausteur, on va dire, de compétences, un exhausteur de capacité à montrer qu'on est capable et qu'on peut en fait travailler en équipe sur différents sujets en fait. Et donc voilà, donc
Ça marche aussi dans des entreprises plus traditionnelles ou hiérarchiques par rapport à tout ça, mais en fait le pourquoi doit être au centre. Donc après le pourquoi peut venir de la base, peut venir de différents autres éléments de l'écosystème, mais ce qui est important c'est d'être aligné sur le pourquoi et de l'avoir en fait cette diffusion et que la data permet en fait la visualisation de cette data et de pouvoir prendre après les décisions et de rentrer dans ce cercle vertueux par rapport à tout ça. Moi les quelques échecs en fait justement qu'on peut voir là-dessus, c'est justement dès qu'on voit un acteur qui est en dehors en fait de ce cercle et qui n'a pas la capacité à interagir et à donner on va dire son point de vue ou en tout cas avoir à donner en fait du sens en fait à ce projet. Donc dès qu'en fait on a des gens qui sortent un petit peu de ce projet, que ce soit voulu ou maintenant c'est de la responsabilité de la DSI ou de la responsabilité de Pierre-Paul Jacques, et ben en fait on est dans un chemin d'échec qui va commencer à arriver. Et après j'ai d'autres exemples sur d'autres activités aussi. Merci beaucoup. Alors vous l'avez tous un petit peu évoqué, la question de l'inflation, du pricing, de la difficulté de pricer dans un contexte d'inflation et de rupture d'approvisionnement. Finalement, peut-être qu'est-ce que les données peuvent nous apporter dans ce contexte? Je pense que vous avez peut-être tous un mot à dire là-dessus, mais je propose de commencer par François. Alors nous, côté June, c'est un sujet qui est évidemment très récurrent. Toutes les tensions autour de la supply et les effets d'inflation sur les différentes matières et maintenant sur l'énergie ont un impact évidemment énorme sur la maîtrise des marges des différents produits. Et c'est aussi un levier d'accélération de la stratégie data en entreprise finalement. C'est critique et donc il y a nécessairement une analyse des travaux de collecte et de suivi qui doivent être mis en place, mais c'est aussi quelque part une opportunité pour lancer une démarche data dans l'entreprise. Nous, ce qu'on rencontre aujourd'hui dans ces difficultés, ça passe évidemment par le pilotage et le suivi de la performance achat. Aujourd'hui, donc, des industries qui vont acheter des matières différentes ont besoin, au vu des effets d'inflation, de pouvoir se référencer par rapport au marché. Et donc, dès lors qu'on a un mix de produits qui est très complexe, des matières très différentes, eh bien, il va falloir analyser tout ce volume de données et puis aller positionner des indices marchés sur lesquels on va pouvoir savoir où est-ce que je positionne mon entreprise par rapport aux effets d'inflation subis par le marché. Et donc là, il y a déjà une démarche qui peut être complexe au vu des volumes de données, mais il y a aussi une démarche où déjà on va faire aussi rentrer des données externes, c'est-à-dire on va mêler des données de l'entreprise aux données externes, et ça souvent c'est un pas assez marquant en termes de stratégie data. Dès lors qu'on commence à combiner les données de l'entreprise avec des données tierces, c'est souvent signe que la maturité est en train de prendre et qu'on regarde au-delà de notre usine. Et donc derrière, effectivement, positionner l'entreprise en termes de performance achat par rapport à ces indices, c'est déjà un premier effet de visibilité sur son activité. Le suivi et le pilotage de la marge, donc là évidemment c'est un sujet essentiel en fonction des mix, des produits, des matières, ça peut devenir très complexe et donc d'un point de vue contrôle de gestion, il y a tout un travail aussi d'analyse de données qu'il faut mettre en place. Et derrière, il y a l'avenir, il y a les futurs contrats, il y a la stratégie tarifaire évidemment qu'il faut faire évoluer. Et puis, dans certains cas, il y a une stratégie liée à des indices. Quels indices je peux prendre pour sécuriser mes futures ventes? Je suis aujourd'hui capable, par rapport à mon historique de données, d'aller benchmarker les différents indices de sorte à pouvoir vraiment prendre en compte ces nouveaux effets d'inflation qui, jusqu'à présent, qui sont inédits finalement. Et donc les stratégies passées sont souvent obsolètes. Donc il y a toute une revue de la stratégie tarifaire via ces indices qui peut être mise en place. Et là, évidemment, ça passe encore une fois par de la donnée, donc tous les processus dont on a parlé depuis tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est un sujet critique de suivi de marge de l'entreprise, mais c'est aussi une opportunité d'accélération data de l'organisation. Et donc c'est vraiment un sujet que nous on rencontre très régulièrement et qui fait qu'on accélère sur nos sujets data par la force des choses. Merci pour cette réponse. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir sur ce sujet de l'inflation? Sinon on passe à quelques questions de la salle. Juste pour réagir, Nicomatic, donc on vend, comme je disais, dans beaucoup de pays et on a en fait une inflation de 0 à 100%. 0% en Chine, 100% en Turquie.
Donc vous pouvez imaginer, je dirais que les différenciations et les perceptions qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Et la base de coût, elle peut être française, mais elle peut être aussi sur différents autres marchés par rapport à tout ça. Nous, notre stratégie, notre volonté, comme on disait, c'est un peu l'adaptation, donc d'avoir en fait une capacité de localiser les coûts au maximum pour pouvoir déjà suivre cette inflation par rapport à tout ça, et d'avoir en fait cette liberté. Donc on n'a pas les mêmes contraintes, on va dire, réglementaires que l'industrie pharmaceutique ou médicale peut avoir. Mais on a des concurrents. On a des concurrents qui sont chinois, qui sont américains, qui sont européens, et qui ont aussi en fait d'autres on va dire préoccupations ou d'autres on va dire problématiques. Je pense que la partie pricing power est importante dans une notion aussi d'apporter en fait une valeur supplémentaire à la pure production qu'on peut avoir. Donc ce qu'on essaie de faire avec la data, c'est d'avoir en fait, nous on essaie d'avoir une relation long terme avec nos clients, donc de parfois absorber certains types d'inflation, d'avoir en fait d'apporter des nouvelles valeurs, on va dire régulièrement, et de pouvoir augmenter nos prix de façon régulière, en apportant en fait des services autour, on va dire, du produit, quelque chose d'important, donc de mettre à disposition de la data, de mettre à disposition des informations, mettre à disposition, ça peut être des informations de supply, ça peut être des informations de tendance de prix, ça peut être des informations de disponibilité, de logistique, etc., qui permet en fait de créer en fait un autre lien avec nos clients, et qui sont compréhensibles par rapport à la culture locale qu'on peut avoir. D'accord ? Donc en Turquie, d'augmenter les prix tous les mois de 10%, oui, il y a cette inflation qui existe, mais en fait, si on n'apporte pas en fait un gain supplémentaire, seulement de dire je suis l'inflation, c'est pas suffisant en fait. D'accord ? Donc et la data en fait permet d'avoir en fait ce gain qui permet en fait d'avoir en fait une capacité, un pricing power plus important suivant les pays, et même avec une inflation forte ou même avec une inflation faible par rapport à notre environnement. Et cette stratégie, elle est différenciante par rapport à la concurrence ? Oui, en tout cas, comme dans toutes les industries, en tout cas nous on essaie d'avoir cette différenciation. On peut avoir nos amis américains qui peuvent faire une augmentation du jour au lendemain de 50%. D'accord, sur le monde entier, pour tout le monde, avec effet rétroactif, parce qu'ils auront une capacité de dire ben voilà, c'est moi ou c'est rien d'autre par rapport en fait à certaines normes ou par rapport à certaines capacités. On peut avoir des clients type indiens qui ont plutôt une capacité de négociation autre, et donc là on localise de plus en plus en fait de fabrication en Inde par rapport à tout ça. Et donc la différenciation, comme je disais, c'est comment la data n'est pas seulement interne par rapport à une notion industrielle, mais en fait que le client perçoive aussi notre transformation. Vous l'avez évoqué par rapport à l'aspect médical, mais en fait cette perception elle est importante, et c'est ça en fait qui permet d'avoir un pricing power, qui permet en fait de garder du lien, de la pérennité et de la résilience en fait à terme. Juste un mot sur nous, l'industrie pharmaceutique, c'est un peu particulier puisque nos prix sont administrés. Donc vous êtes confronté à l'inflation, la hausse de vos coûts de matières premières, les coûts de transport, et vous devez aller négocier avec l'administration pour obtenir des hausses de prix. Mais habituellement, l'administration vous propose plutôt des baisses de prix que des hausses de prix, donc c'est un peu compliqué. Alors je ne parle pas pour les entreprises du G5, mais moi je connais de petites entreprises françaises pharmaceutiques qui ont 2 ou 3 produits. Aujourd'hui, avec les hausses des coûts des matières premières, des entrants, etc., vous avez parfois des produits pour lesquels le prix de revient industriel devient supérieur au prix de vente. Donc là, ces entreprises-là vont voir les autorités, les politiques, en leur disant écoutez, en plus on ne peut pas vendre à perte, donc qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de proposer le produit aux patients, on délocalise, on produit encore en France, donc on va mettre les usines dans les pays à bas coût, qui est la volonté contraire des gouvernements aujourd'hui qui veut réindustrialiser en France et en Europe.
Donc, voilà, nous, on a une problématique un peu particulière, c'est effectivement, on ne peut pas fixer nous-mêmes nos prix et les augmenter en cas de contexte d'inflation. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne quelques questions de la salle. Je suis sûre qu'elles vont être nombreuses. Merci. Merci pour ce soir, c'est très intéressant, mais il y a 2 points qui pour moi devraient être abordés. Dans un premier temps, la cybersécurité. Si on met la data un peu partout, je pense qu'à la multiplier, en fait, il y a le risque de hacking qui est quand même assez présent. On parle de santé, il y a 2 secondes, les hôpitaux sont hackés aujourd'hui. Est-ce que dans le business model, le risque finalement de devoir payer parfois des sommes vertigineuses parce qu'on est obligé, parce qu'on est dépendant de la data qui a été prise en otage, ça peut ne pas être un risque finalement. Et dans un second temps, il y a le plan environnemental. Aujourd'hui, il y a 20 ans, on a désindustrialisé la France. Maintenant, on se retrouve à devoir rétro-pédaler et on n'arrive pas à le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, à inclure de la data dans un peu tous les secteurs et dans à peu près tous les aspects de l'entreprise, il n'y a pas le risque franchement, à une échéance même courte parfois, de devoir rétro-pédaler une fois de plus et de se retrouver dans des modèles où on ne sait plus faire sans la data, mais que parce qu'elle est bien trop gourmande en énergie, parce que son coût environnemental est bien supérieur à ce qu'on peut se permettre, tout simplement, on est bloqué. Très bonne question, merci madame. Alors je vais répondre d'abord sur la cybersécurité rapidement. En fait, aujourd'hui, pour faire simple, sur la cybersécurité, qu'est-ce qui fait qu'une donnée est attaquable? En fait, c'est la porte d'entrée. En fait, ce n'est pas la duplicité de l'information, c'est l'endroit où vous la stockez et la manière dont vous l'ouvrez. Donc à partir du moment où on peut voir les attaques récentes, l'hôpital d'Ivry, comme vous avez pu le parler, les attaques qu'il y a eu l'année dernière, etc. C'était souvent des données qui étaient stockées en local, dans des systèmes obsolètes et qui étaient connectés au réseau Wi-Fi standard. Donc si vous faites une urbanisation de votre donnée et que vous la délocalisez, notamment en utilisant les clouds, en fait, vous diminuez les portes d'entrée si vous codez correctement votre infrastructure. Donc aujourd'hui, la plupart des benchmarks internationaux démontrent que mettre vos données dans un cloud public comme Amazon, Google est beaucoup plus safe pour vous et beaucoup plus sécurisé en termes de cybersécurité que d'avoir un ordinateur ou un serveur dans une usine qui est connecté à Internet, parce que en fait, la vitesse avec laquelle les hackers travaillent va beaucoup plus vite que vous puissiez le faire. Il n'y a que les géants qui sont capables de se payer en fait, les protections qu'il faut. Et donc, si vous regardez bien tous les lieux qui sont attaqués en ce moment, ce sont que des endroits qui sont on-premise, en local, donc ça va être des administrations. Donc là, il y a eu un département, j'ai vu qu'il n'y a pas eu longtemps qui s'est fait hacker, il y a des hôpitaux locaux, etc. Donc ça, c'est hyper important. Donc, quand vous faites votre plan d'urbanisation de votre information et de la manière dont elle circule, la cybersécurité, c'est la première question que vous vous posez. Comment je délocalise mes données entre le local, l'usine en elle-même, le cloud, et puis forcément les endroits où il y a les data scientists ou les différentes parties. Donc ça fait partie totalement de votre plan et ça fait partie de votre stratégie. C'est pour ça qu'en fait, quand vous commencez, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut commencer simple. En fait, vous pouvez commencer simple, en petit, puis quand vous commencez à passer à l'échelle, en fait, vous allez prendre ce levier-là comme un levier de réflexion, comme un autre, et ça va devenir une contrainte supplémentaire. Pour répondre à votre question environnementale, qui est très intéressante, en fait, aussi, le problème de l'environnement, pourquoi ça devient de plus en plus gros, c'est parce qu'on a une boulimie aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, et c'était mon point de tout à l'heure, qui disait, en fait, on pense que la donnée a de la valeur, donc on devient boulimique. En fait, on se dit, on va stocker plein de données, on va en mettre partout, puis on va faire tourner plein d'algos, on va essayer plein de trucs, et puis on verra bien. Sans se poser la question du pourquoi, j'en reviens à mon pourquoi, et sans se poser la question de qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc il y a des chiffres qui sont sortis, qui sont connus, par exemple Google annonce qu'ils n'utilisent que 15% de leurs données, donc ils ont 85% de leurs données qui sont inutiles. Donc voilà, Facebook aussi annonce qu'ils ont beaucoup de données, ils ne savent pas trop quoi en faire. En fait, donc on a une boulimie, on le stocke beaucoup, mais on ne se pose pas la question de l'efficience. Et donc comme on pointe sur la cybersécurité, en fait nous cette question de comment on gère la donnée, en fait, c'est un point crucial pour moi et c'est un point très important en se demandant comment on va la stocker, comment on évite la duplicité, comment on évite de l'échanger pour un rien, comment on fait des réseaux fédérés plutôt que déplacer la donnée. Par exemple, typiquement, au lieu de la copier, comment je fais déplacer mon algorithme, parce qu'un algorithme peut c'est léger, la donnée c'est lourd. Donc ça, c'est la première réponse. Et la deuxième chose, c'est comment je peux réfléchir aussi à mon infrastructure pour qu'elle soit moins gourmande en énergie. Comment je substitue un data lake à un data mesh, par exemple. Et voilà. En fait, toute cette conception architecturale
prennent en compte ces leviers-là et deviennent pour nous des outils de différenciation. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut arrêter avec les dogmes sur les solutions, et que j'ai beaucoup insisté au début, et je suis peut-être un peu trop désolé, mais pour vous dire, en fait, des gens qui viennent vous vendre des choses géniales, oui, mais pourquoi? Comment c'est fait? Comment ça répond dans mon RSE? Comment ça répond à mes objectifs? Et comment je m'assure qu'en faisant cette solution, en fait, j'ai pas des impacts négatifs beaucoup plus importants que des impacts positifs. Voilà. Merci. Alors, je vais devoir vous briser le cœur par avance, mais un de nos chers intervenants va devoir nous quitter dans 9 minutes exactement. Donc, on va être contraint. Alors, je vais faire une question en termes courte. de questions. Bonsoir. Alors ma question elle est pour Monsieur Nicolin. Plusieurs volets. En fait, la première, c'est est-ce que vous avez une stratégie numérique en même temps qu'une stratégie achat ou une stratégie commerciale? Mon autre question, est-ce que vous avez où est-ce que vous stockez vos données sensibles et est-ce que vous avez intégré l'extraterritorialité du droit? Et la troisième question, c'est est-ce que vous avez mis en place une offre spécifique qui est liée en fait uniquement à l'exploitation et à la collecte de vos datas, pas comme un service ajouté, mais comme un service différenciant de la production de connecteurs? Je vais essayer d'être rapide là. Donc, stratégie numérique. Il y a des stratégies d'infrastructure, comme tu pouvais dire, etc., de base, qui permet en fait de construire au-dessus de ça, mais on n'a pas une stratégie numérique en elle-même. D'accord ? La stratégie numérique, elle vient additionner, on va dire, par rapport en fait à de la finance, par rapport à différents métiers, mais en fait, on a séparé en fait nous la partie MCO, comme on peut dire, on va dire la partie base et la partie un peu transformation, qui a plus un accompagnement des métiers autour de ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas une stratégie, on va dire, seulement numérique par rapport à ça. La partie extraterritorialité, c'est ça, quelque chose comme ça. Je dirais que la donnée sensible, parce qu'on travaille dans des environnements sensibles, etc., elle est stockée sur le territoire. Donc ça vient un petit peu contredire ce que tu dis par rapport à ça, mais en fait on a besoin en fait de démontrer que la donnée française est stockée en France et que la donnée chinoise est en Chine, la donnée américaine est aux États-Unis, surtout sur les parties techniques. Et après, c'est de voir en fait quel niveau d'interconnexion on peut avoir, parce que comme j'ai dit, c'est la transparence, c'est la qualité, le fait de pouvoir travailler en commun qui permet en fait de faire ça. Donc en fait, oui, on a les deux, on va dire. On a la partie très publique qui est, comme tu disais, dans le cloud et qui permet en fait de travailler le plus en commun. Et après, on a les parties très sensibles qui sont localisées dans différents métiers. Et la troisième partie de ta question, c'était... C'était plus sur la collecte des données et l'exploitation des données. Est-ce qu'elle a permis de créer une nouvelle ligne business ou une nouvelle offre différenciante? Pas encore, c'est mon rêve. Pas encore. Voilà, comme je disais, c'est quelque chose qui est encore très lié au produit dans la notion industrielle. Donc on vient de l'industrie. Le fait de dire d'ajouter donc aujourd'hui on ajoute cette couche, on va dire, qui est liée en fait au produit, mais demain en fait la capacité de travailler sur du consulting, pourquoi pas en fait par rapport à notre différents écosystèmes, c'est quelque chose qu'on est en train de faire déjà à l'intérieur de notre groupe et après de pouvoir l'exposer, on va dire, sur notre propre écosystème, que ce soit client, fournisseur ou autre. Et voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui sera aujourd'hui de partir directement sur une offre complètement scindée, c'est un petit peu dérangeant, on va dire, par rapport à notre écosystème. Donc il faut savoir le relier avec ce que l'on sait faire aujourd'hui et quelles sont nos forces en fait par rapport à ça. Donc oui, c'est quelque chose qui nous intéresse. Oui, en fait, on s'appuie sur des spécialistes, on va dire, à l'extérieur et après qui nous permettront en fait de développer cette offre. Merci. On a le temps pour prendre une dernière question
courte. Une micro-question. Emmanuel Zerovitch, Jefferson International. Vous l'avez peut-être vu en septembre, il y a une entreprise qui pour la première fois a mis à sa tête une intelligence artificielle. Ça se passe en Chine. Donc quand on parle d'humain, on est tous conscients qu'on a besoin évidemment des équipes, on a besoin des collaborateurs, des managers, mais on voit qu'en Chine, déjà aujourd'hui, et c'est pas qu'un effet d'annonce, ils ont mis à leur tête d'une entreprise vidéo une intelligence artificielle. Donc c'est une question notamment pour David et François. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Alors, moi, je vais vous poser une première question. Est-ce que vous savez comment une intelligence artificielle fonctionne? La réponse, on va faire simple parce que tu dois partir vite, Olivier. En fait, c'est des humains. En fait, l'intelligence artificielle, elle va être basée sur deux choses. Elle va être basée sur la capacité d'apprendre à partir de données et de connaissances passées. Donc, comme un enfant, si elle a déjà vu une fleur, elle saura dire que c'est une fleur, etc. Je caricature un peu pour aller vite. Et ensuite, il y a un certain nombre de choses qui vont être des assumptions, des hypothèses qu'on va faire sur les algorithmes pour faire du feature mapping. Et donc en fait, quand on met une intelligence artificielle à la tête d'une entreprise, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui va prendre des hypothèses à un moment quand l'algorithme va diverger, et c'est cette personne-là qui va décider en fait des décisions d'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est un peu une façade. On va dire une intelligence artificielle décide, mais en fait, c'est la personne derrière qui va prendre les décisions sur le modèle d'entraînement de cette intelligence artificielle qui va prendre les décisions. Donc elle va choisir le niveau de risque, elle va choisir les pays qu'elle aime bien, les pays qu'elle n'aime pas, etc., etc. Donc en fait, c'est juste une façon, à mon avis, aujourd'hui, de se cacher derrière un algorithme pour dire qu'on va faire. Parce que tous les articles aujourd'hui démontrent que de toute façon, l'intelligence artificielle seule n'arrivera jamais à être plus forte aujourd'hui. Donc, étant scientifique, j'insiste sur le mot aujourd'hui, qu'un humain, et que la chose qui permet d'être le mieux et d'aller le plus loin dans la connaissance, c'est associer un humain à une intelligence artificielle. Parce qu'ensemble, on est capable de prendre des décisions et d'aller plus loin. Et donc, moi, je pense que sur cette annonce-là, ça a été comme les super annonces sur l'intelligence artificielle qui ont été faites sur les radiologies, etc. En fait, je pense que c'est des super annonces, c'est super bien, ça permet de faire tourner un peu la presse et les papiers, mais dans le concret du concret, en fait, c'est toujours des humains qui sont derrière, c'est juste qu'on a perdu leur nom et qui sont devenus un peu inconnus, comme les écrivains qui se cachent derrière des grands noms, etc. Et juste pour compléter, effectivement, il y a eu donc l'intelligence artificielle, c'est complexifié, on a des modèles qui sont de plus en plus intelligents, mais quelque part, il y a une distance aussi qui s'est créée avec les principaux consommateurs de cette intelligence artificielle. Et d'une certaine façon, on est revenu aujourd'hui à certains modèles où des équipes de data scientists, eh bien, ils vont livrer un modèle, il faut évidemment qu'il soit performant, mais il faut qu'il soit capable de l'expliquer. Et l'explicabilité des modèles est revenue un petit peu au centre du débat, de sorte à vraiment créer, au-delà de la performance, de sorte à créer la confiance pour que, effectivement, ces outils soient adoptés. Donc là, on parle effectivement d'un cas exceptionnel, mais peut-être pour remettre un peu plus de cas pragmatiques, l'adoption des technologies aussi complexes, eh bien, il faut convaincre, il faut donner des explications, il faut donner des facteurs qui justifient la décision qui doit être prise. Et aujourd'hui, on le voit à travers les éditeurs, on le voit à travers aussi les équipes de data scientists. Le débat s'est un petit peu recentré autour de cette thématique d'explicabilité et je pense que ça va aussi dans le sens de l'éthique qui est en train de se développer autour de l'intelligence artificielle. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on arrive au terme de cette table ronde. Je pense que Didier, François et David vont rester un petit peu avec nous. Donc si vous avez des questions complémentaires à leur poser, vous pouvez le faire autour d'un verre. Avant de nous quitter, je tiens à vous partager cette incroyable publication qui s'appelle « La transformation des PME et des ETI », qui est le premier livre blanc réalisé par les équipes de June, dans lequel vous trouverez certainement beaucoup d'informations complémentaires pour aller plus loin que le débat de ce soir. Et bien entendu, on reste à votre disposition pour répondre à toutes questions. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Et puis, bien que les bouchons sautent, j'ai raté la conclusion. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à vous.